Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition. La semaine européenne de réduction des déchets se tiendra juste après la fête nationale du 20 au 28 novembre. Son objectif, sensibiliser le grand public aux bons gestes pour préserver l'environnement. Nous vous présenterons cette nouvelle édition dans ce journal. Et nous recevrons Julien Vidal. Il était l'invité de la mission pour la transition énergétique. Vous allez le constater, sans être moralisateur. Ses conseils, ses points de vue sur notre rôle civique en matière d'environnement sont pertinents. Suite et fin de notre série consacrée au pavillon de la Principauté, à la Journée nationale de Monaco, qui s'est déroulée en fin de semaine dernière à Dubaï. Aujourd'hui, nous écouterons la réaction des visiteurs et nous reviendrons sur un spectacle donné par la compagnie des Ballets de Monte-Carlo. Nous rencontrerons la comédienne Zabou Breitman, actuellement sur les planches du théâtre Princesse Grace. Elle rend dans un seul en scène hommage à un personnage truculent du début du XXe siècle, à Dorothy Parker. Nous reviendrons sur le concert spirituel donné par la Fondation Prince-Pierre de Monaco en la cathédrale avec le chœur estonien Clamantis. Et pour finir, le Gotemio a récompensé la résidence Acquiétudine par le biais d'un label pour la qualité de son restaurant. C'est ce que nous verrons dans un reportage. Mais avant de développer ces titres, concernant la fête nationale de ce vendredi, le prince souverain et la princesse Charlène ont rendu public des informations via un communiqué. La princesse Charlène ne pourra malheureusement pas participer cette année aux festivités de la fête nationale. Une période de calme et de repos est nécessaire au bon rétablissement de la santé de la princesse Charlène. Son parcours médical ayant été très éprouvant ces derniers mois, le séjour de plusieurs semaines qu'elle vient tout juste d'engager lui permettra de se remettre d'un état de fatigue générale profond. Dès que sa santé le lui permettra, ce sera avec joie que la princesse partagera à nouveau des moments de convivialité avec les Monégasques. Durant cette période transitoire, le couple princier demande à ce que l'on respecte sa vie privée et son cadre familial. Des informations sur le rétablissement de la princesse seront communiquées ces prochaines semaines. Et puisque l'on parle de la fête nationale, on débute ce journal avec vous, Christine Datomel, et un point sur l'information. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Oui, le bal des traditionnelles remises de colis vient de débuter ce mardi matin. Le prince souverain s'est rendu au siège de la Croix-Rouge en milieu de matinée pour remettre les fameux présents garnis de gourmandises. Un moment toujours festif et émouvant pour les participants. Un peu plus tôt, sur la place du Palais, les membres de la force publique se sont donné rendez-vous au lever du jour. Alors pourquoi ? Eh bien tout simplement pour effectuer la première répétition de la prise d'armes qui se tiendra le 19 novembre, jour de la fête nationale. On compte sur vous pour apporter votre contribution pour célébrer cette fête nationale 2021. Oui, comme chaque année à l'occasion de la fête nationale, les Monégasques et les habitants de Monaco ont à cœur de manifester leur attachement au prince souverain et à sa famille. Alors dans cet esprit, le maire vous invite donc à pavoiser façades, fenêtres et balcons de vos appartements. Les commerçants sont également sollicités pour décorer les devantures de leurs magasins. Et pour vivre au plus près cette fête nationale, rendez-vous sur Monaco Info. Nous serons en direct vendredi dès 9h25. Aux commentaires, Sandrine Nègre, Christophe Paco, José Sacré et l'abbé Venard. Et sur la place du Palais, Vanessa Dessy et Alexandra Pani. La semaine européenne de réduction des déchets se tiendra juste après la fête nationale du 20 au 28 novembre. Son objectif, sensibiliser le grand public au recyclage, à la réutilisation, au ramassage et surtout à la réduction des déchets. Alexandra Pani, on vous retrouve en compagnie de la directrice de l'environnement à l'occasion de la conférence de présentation de cette semaine particulière. Oui, tout à fait. La Principauté y participe depuis 2019. En 2020, l'événement s'est déroulé essentiellement, malheureusement, virtuellement, mais a tout de même rencontré un franc succès. Et pour cette année, 69 actions seront présentées. Valérie Davenet, comment est-ce que ça se déroule ? Quel est l'enjeu, en fait, de la semaine de réduction des déchets en Principauté ? L'enjeu, c'est de sensibiliser sur les déchets, mais tout en menant des actions. Alors, soit des actions en interne des entreprises ou des services administratifs pour leurs salariés, leurs employés, avec évidemment un objectif, c'est que ça perdure dans le temps, puisque les gestes éco-responsables au sens large, et notamment le tri des déchets, évidemment, vont perdurer. Et puis, beaucoup d'actions à l'extérieur aussi, sur toute une semaine, pour le grand public, les enfants et tous les résidents de la Principauté. Le thème, c'est collectivité durable. Du coup, peut-être des événements un petit peu différents sur un réparaton pour réparer vos objets,
une collecte de tennis et au profit, de vêtements au profit d'associations, et puis une conférence d'Anaëlle Marot que Monaco avait accueillie, qui est une éco-aventurière et qui lutte contre les déchets, notamment les déchets plastiques. Des événements très variés, et moi j'en ai noté un en particulier au musée océanographique. On nous donne rendez-vous tous les jours, c'est bien ça, de 11h à 13h environ avec un grand chef pour parler recettes anti-gaspi. Oui, c'est ça. Recettes zéro déchet, où vous allez pouvoir manger même les contenants, gobelets, tasses, cuillères, etc. Donc je pense que ça va être délicieux. Je pense qu'ils vont avoir beaucoup de succès. Merci beaucoup Valérie. Merci Alexandra. Et vous l'aurez compris, vous pourrez retrouver l'ensemble des événements sur les différents sites du gouvernement. Et notamment sur la page Facebook de la Semaine européenne des déchets Monaco. Vous retrouverez bien sûr un grand nombre de ces ateliers sur notre antenne. L'environnement, la problématique justement du traitement des déchets, réduire son empreinte carbone. Il en connaît un rayon, il s'est fait connaître avec son site, ça commence par moi, et c'est notre invité, Julien Vidal, bonsoir. Bonsoir Fabien. Vous êtes en principauté à l'initiative de la mission pour la transition énergétique. Quel est votre lien avec la MTE? Parce que ce n'est pas la première fois que vous venez. On a effectivement depuis quelques années maintenant, je peux le dire, des événements qui sont assez récurrents pour soit former les ambassadeurs les plus aguerris qui ont besoin d'être outillés, d'être armés sur ces sujets-là avec de nouvelles perspectives, de nouveaux faits, de nouveaux chiffres, soit de proposer comme aujourd'hui des ateliers pour les personnes qui sont encore un peu nouvelles ou qui n'ont pas été trop encore rattachées au pacte. Oui, entre ce midi et cet après-midi, vous avez mené deux actions différentes. La première sur un Noël éthique et responsable, c'était tout public. Qu'est-ce que vous avez proposé? Comment peut-on fêter Noël de façon responsable? L'idée, c'était mieux anticiper, mais être aussi dans une intention qui fait que derrière nous, on arrivera à délaisser un peu notre téléphone, délaisser un peu le jeu des cadeaux et de toutes ces conventions qui sont sociales, mais un peu subies, pour faire en sorte qu'on puisse vraiment faire ce qui fait que le sel, j'allais dire, des fêtes de Noël, c'est-à-dire le temps avec l'autre en fait. Et cet après-midi, c'était une conversation utopique avec pour thème à quoi devrait ressembler Monaco dans, on va dire, 20 ans. Je vous pose la question, comment devrait être Monaco de façon utopique, dans nos rêves, dans 20 ans pour nos générations futures? Monaco était une ville déjà où la vie était douce, par le soleil, par la proximité d'une nature absolument épanouissante et époustouflante. Mais je crois que ça sera encore plus doux, encore plus lent d'une certaine manière, encore plus connecté à l'autre. Et donc on était tout à fait dans la thématique des fêtes de Noël où en fait voilà cette poésie, cette manière de sublimer le vivant, ça se retrouvera de manière beaucoup plus présente à Monaco en 2030 glorieuse, avec forcément en filigrane cette sobriété qui sera absolument nécessaire sur toutes les ressources qui seront encore nécessaires dans notre quotidien pour nous éclairer, nous alimenter, etc. etc. L'avenir, vous avez suivi, j'imagine, la COP26, une réaction, le résultat n'est pas folichon, non? Il y a une partie de moi qui ne peut pas s'empêcher d'espérer et une autre un peu plus pragmatique qui constate que malheureusement et heureusement, parce que finalement nous les citoyens, nous sommes mobilisables, nous sommes concernés de plus en plus sur ces sujets. Il appartient encore aux citoyens d'être les poils à gratter, d'être les boussoles, d'être les étincelles de ce changement parce que il y a encore malheureusement trop d'incompréhension, trop d'enjeux, trop de lobby au niveau de nos décideurs économiques et politiques pour faire en sorte qu'ils osent prendre les décisions à hauteur de l'urgence sociale et écologique qui nous attend. Alors on n'est pas forcément aidé par certains décideurs internationaux, mais que peut-on faire à notre petit niveau? À partir du moment où on agit avec ambition et envie de jouer le rôle d'ambassadrice et d'ambassadeur, on est à plein de niveaux et donc on a la possibilité, je le vois depuis plus de 5 ans, de faire pivoter son entreprise, de faire pivoter son quartier, puis en fait sa ville, puis en fait son pays, et forcément sa famille et ses amis. Il y a des solutions très concrètes aussi et des alternatives concrètes qui nous permettent de soutenir ces fameux 2030 glorieuses, ces fameux mondes de demain, notamment à travers la manière dont on gère l'argent. L'argent qui est malheureusement trop souvent utilisé pour encore majoritairement financer les énergies fossiles et qui peut être mis à disposition de tout un tas d'initiatives vertueuses qui permettent de financer ce monde de demain. Alors en France, on a les banques
banques, comme le Crédit Coopératif ou la Nef, mais il y a des mouvements plus internationaux comme l'ITA.co qui permettent de soutenir des entreprises vertueuses, des entreprises à mission comme on les appelle, et de mettre notre épargne justement à leur disposition pour qu'elles puissent changer d'échelle et toucher encore plus de personnes avec leurs produits et leurs services vertueux. Vous prenez le positivisme notamment dans les médias. C'est important d'être positif quand on regarde les médias ou lorsque l'on confectionne une édition, nous journalistes? Je pense que le fait de parler seulement des trains qui arrivent en retard, c'est une vision biaisée. À la charge des médias aussi de non pas seulement avoir une vision biaisée dans l'autre sens en montrant tout ce qui marche, mais au contraire en le saupoudrant, en l'alternant, en l'équilibrant, de manière à ce que les gens, s'ils se confrontent à toutes les faiblesses, à toutes les fêlures de notre monde, ils voient aussi qu'il y a tout un tas d'alternatives vertueuses qui existent en fait depuis des dizaines d'années et dont on a malheureusement trop peu connaissance. Et c'est en ayant cette vision nuancée avec aussi bien les choses qu'il faut encore combattre, améliorer, peaufiner, mais aussi celles qui marchent, celles qui sont en train de changer d'échelle, celles qui donnent de l'espoir, qu'à mon avis, on arrive à redonner aussi cet équilibre. Julien Vidal, merci de nous avoir comme ça donné votre point de vue sur notre avenir. À bientôt. Suite et fin de notre feuilleton consacré au déplacement de la délégation monégasque à l'Expo Dubaï 2020. On l'a évoqué dans notre précédente édition, le pavillon Monaco 360 rencontre son succès auprès des visiteurs dubaïotes et étrangers. Alexandra Pagny et Sylvain Péroumal ont profité de ce déplacement pour leur demander ce qu'ils ont préféré lors de leur visite. L'entrée c'est sympathique, c'est le système de miroir, c'est amusant et puis on se retrouvait un peu là-bas, quoi. Réellement, nous avons apprécié le pavillon, il est vraiment magnifique. Je sais que Monaco est un petit pays en Europe, donc c'est vraiment très surprenant de retrouver un pingouin dans le pavillon, mais c'est excellent. Nous avons adoré les miroirs, le kaléidoscope et les gens qui travaillent là, très agréables. Le pavillon est super, très beau, fantastique. Vous l'aurez compris, le pingouin dont parlait l'une des personnes interviewées, qui est en réalité un manchot pour être précis, a beaucoup séduit les visiteurs. La journée nationale était rythmée par plusieurs représentations et notamment la pièce Coremeau de la compagnie des ballets de Monte-Carlo donnée samedi et dimanche sur la scène du Millennium Theatre au cœur de l'Expo Dubaï 2020. Alexandra Pagny et Sylvain Péroumal ont assisté à cette première dubaïote. Voyez leur reportage. Échauffement, préparation, maquillage, dans les coulisses, tous s'affaire. Ils seront 50 danseurs à monter sur scène d'ici quelques minutes. Une scène particulière, l'amphithéâtre Millennium au cœur de l'exposition universelle de Dubaï. La compagnie était invitée à l'occasion de la journée nationale de Monaco. C'est une manière de rendre hommage à Monaco, à Monseigneur et à tous les gens qui nous accompagnent. Donc c'est plus un partage, je dirais, avec eux. Et c'est le plus important pour nous de savoir qu'on est à leur côté et qu'on est là pour montrer une image aussi créatrice de Monaco, de montrer une image dynamique, de montrer une image sympathique, j'espère, au travers de ce ballet particulier qu'on avait créé pour la fête de la danse et qui trouve son cadre dans ce lieu, on peut dire champêtre. Air populaire des Pouilles, Coremeau nous plonge dans les confins de la Méditerranée avec cette tarentelle revisitée, entraînante et dynamique qui résonne ici aux Émirats Arabes Unis. 40 minutes de ballet qui montent en intensité sur la musique du groupe Antonio Castrignano et Taranta Sounds, une chorégraphie créée à l'origine en 2017 pour la fête de la danse et intégrée au répertoire de la compagnie depuis 2019. Le plus important, c'était de trouver quelque chose qui puisse correspondre à l'esprit de l'endroit où on se trouve. Ici, ce spectacle, c'est un spectacle que j'ai voulu populaire, que j'ai voulu un spectacle de partage avec un public qui n'est pas forcément un public initié. C'est pas un spectacle pointu, je dirais, dans sa manière de le recevoir. Donc je crois qu'il est forcément adapté à ce lieu, à cette situation. Et je trouve ça formidable parce que j'aime aussi cette dimension du divertissement. Dans le spectacle, je trouve qu'il y a possibilité de faire des choses divertissantes de qualité. Et là, c'est ce qu'on a essayé de faire. Un ballet populaire qui rencontre à chaque fois un fort succès avec le public. Le prince souverain n'a rien raté du spectacle et a même tenu à monter sur scène pour saluer le chorégraphe et ses danseurs. Vous pourrez retrouver la compagnie de Jean-Christophe Maillot du côté de Venise du 15 au 19 décembre avec Lac, puis de retour en principauté avec un grand classique des fêtes de fin d'année, Casse-Noisette Compagnie, du 28 décembre au 5 janvier sur la scène du Grimaldi Forum.
Ces 6 mois d'exposition seront rythmés par de nombreux événements sur le pavillon. Vous pourrez retrouver la liste de ces événements et préparer au mieux votre visite sur place sur le site pavillonmonaco.mc. On reste dans le domaine culturel avec notre deuxième invitée. Elle est boulimique de travail et de créativité. Elle est actrice, réalisatrice et metteuse en scène. Zabou Breitman, bonsoir. Bonsoir. Ce soir, à 20h30, vous êtes au Théâtre Princesse Grace. C'est un seul en scène. Vous l'avez écrit, vous l'avez mis en scène et vous l'interprétez. Ça s'appelle Dorothy, en rapport à Dorothy Parker. Qui est Dorothy? En France, on la connaît assez mal. Alors, en France, on la connaît assez mal. C'est pour ça que j'appelle Dorothy et pas Dorothy Parker. Ouais. Parce que c'est plus intime que ça. C'est une Dorothy assez intime, une personnalité féminine très forte à partir des années 20. Qu'on connaît un tout petit peu plus aux États-Unis, surtout vers la fin, vers les années 40, 50. C'était une femme assez engagée. Moi, j'aime cette femme du début qui est une femme, qui est une critique théâtrale. Elle a la dent dure, elle est très très vache avec les gens de théâtre. Ouais, elle est caustique. Elle était redoutée, littéraire, et elle écrit des nouvelles avec des personnages. Et j'interprète tous les personnages, j'interprète tout le monde. Donc j'ai adapté des nouvelles de Dorothy Parker qui sont toujours tellement drôles et tellement actuelles que souvent les gens me disent « mais c'est de vous les nouvelles ?» Je dis « ah non, non, c'est de Dorothy Parker ». Et en même temps, il y a cette espèce de noirceur que j'aime parce que oui, parce que c'était un clown triste en quelque sorte, parce qu'elle était très drôle, mais en même temps, dans son vécu par exemple, je crois qu'elle a essayé de se suicider plusieurs fois. C'est un clown triste, Dorothy Parker. C'est exactement ça, c'est un clown triste. Sauf que la clownerie, elle est là quand même, évidemment. Je ne peux pas m'en empêcher déjà. Bon. Et donc, c'est parsemé de plein de moments où je parle avec le public. Il y a une immense intimité avec le public. Immense. Je crois que j'ai jamais fait quelque chose d'avec... Ouais, je crois que j'ai jamais joué ça. Mais pourquoi ce personnage? Alors certes, c'était un personnage atypique, au point d'avoir voulu en faire toute une scène, toute une pièce. Eh ben, peut-être aussi parce qu'elle a un côté très éclectique, un côté très brillant, très rapide. C'est l'esprit, c'est The Wit. Et je voulais qu'on apprenne à connaître cette femme très engagée et puis qui a fait des choses incroyables. Donc elle a été à Hollywood, elle a été scénariste, elle a été dialoguiste, elle a écrit des nouvelles, elle était critique de théâtre, elle était très engagée et en même temps elle était très libre. C'est ça que j'aime. Autre originalité, j'ai lu que Dorothy Parker avait légué toute sa fortune après sa mort à Martin Luther King. Oui, alors on est en 67, une femme blanche qui fait ça, ça ne s'était jamais vu, un blanc qui fait ça, ça ne s'était jamais vu. Elle lègue tout à Martin Luther King, elle ne le connaît pas, enfin elle connaît sa cause. Et je crois que Martin Luther King ne la connaît pas en plus. Non, pas du tout. Il est très très surpris quand il hérite. Il a été assassiné, mais quelques mois après la mort de Dorothy Parker. C'est fou. Ça va. Tous les biens reviennent à ce moment-là à l'Association pour la défense des droits civiques des gens de couleur en Amérique. Et elle a permis à cette association d'avoir une lutte conséquente parce que le nerf de la guerre, on sait que souvent c'est l'argent. Parlons de Zabou Breitman. Comment allez-vous, tout simplement, en ce moment? Eh bien, je vais bien parce que je suis en tournée. Je vais bien parce que ce spectacle, je l'aime profondément et que je viens de le jouer hier et que c'était extraordinaire, que les gens étaient debout, que les gens riaient tellement et je sentais qu'ils pleuraient un tout petit peu à la fin quand même. Ils étaient... il y avait une émotion, une intimité qui est pour moi le rêve absolu. Vous êtes touche à tout, on va même dire hyperactive. Quels sont vos projets actuellement? Alors j'ai écrit 2 séries, une sur qu'avait commencé à écrire mon père dans les années 80. Chaque mousquetaire a eu une fille. Voilà, et donc ce sont les aventures au XVIIe siècle. On introduit au XVIIe siècle des personnages fictifs, mais dans une histoire réelle, bien réelle. Et donc, ce sont 2 séries, c'est ça, qui vont bientôt voir le jour? Alors, j'ai écrit 2 séries, voilà, 2 idées, comme ça. Un film que je suis en train de mettre en place. Je ne peux pas trop en dire plus parce que c'est un peu compliqué. Et puis, j'ai toujours des idées de choses. Il y a un Zazie dans le métro, en comédie musicale, que je vais monter en 23, qu'on monte en 23. En comédie musicale. Et puis il y a toujours ce poil de carotte, aussi comédie musicale qui s'est jouée à Montpellier.
que je voudrais reprendre et peut-être en faire un long métrage aussi. En attendant, je le rappelle, vous êtes en ce moment sur Monaco pour la représentation de Dorothy au Théâtre Princesse Grace. Merci Zabou Breitman. Merci à vous. De la danse avec les ballets de Monte-Carlo précédemment, du théâtre avec Zabou Breitman à l'instant, de la musique à présent avec un concert organisé à la cathédrale par la Fondation Prince-Pierre de Monaco, un concert spirituel avec notamment au programme le Cantique des degrés d'Arvo Pärt, reportage de José Sacré et Lionel Bernardi. Samedi 13 novembre, dans une cathédrale de Monaco archi-comble, a eu lieu un concert spirituel exceptionnel organisé par la Fondation Prince-Pierre de Monaco pour la création contemporaine. En présence de Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre, présidente de la Fondation, le chœur estonien Vox Clamantis a d'abord interprété a cappella des œuvres de plein chant, puis avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, l'ensemble dirigé par Jan Eike Tulve, le Cantique des degrés d'Arvo Pärt. C'est un maître de la musique contemporaine qui a fait le choix de continuer à écrire en utilisant la tonalité, ce qui en fait une sorte de, non pas une rareté, mais une petite exception quand même dans le domaine de la musique contemporaine actuelle, donc sujet forcément à discussion, mais je pense que son œuvre parle pour lui, pour moi et pour énormément de musiciens. C'est un musicien majeur, un compositeur majeur de notre époque. Cette pièce, commande de Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre en hommage à son père à l'occasion de son 50e anniversaire de règne, a été composée en 1999 par Arvo Pärt, alors membre du conseil musical de la Fondation Prince-Pierre. Nous vous retrouvons, Christinda, pour le reste de l'actualité. En bref, l'ambassade de Monaco en Espagne célèbre la journée de la Méditerranée. En anticipation de la célébration du 28 novembre prochain de la journée de la Méditerranée, l'ambassade de Monaco en Espagne a organisé en collaboration avec l'Université de Madrid une conférence sur le thème « L'avenir de la Méditerranée, le défi de la protection de son environnement ». Alors au cœur des débats, les bénéfices des aires marines protégées, la Méditerranée, vecteur du développement des énergies renouvelables et les défis auxquels doivent faire face les États des rives nord et sud pour protéger leur environnement et leur population, et le rôle bien sûr tenu par l'Union pour la Méditerranée en la matière. En effet, lors du récent sommet sur l'environnement et l'action climatique, les pays membres ont adopté un plan d'action visant à mettre en place de nombreuses mesures pour préserver cette zone sensible. Un événement qui aura donc permis de souligner combien les jeunes sont sensibles à cette thématique et à quel point il faut les mettre à contribution dans ce domaine où créativité et innovation sont nécessaires. Une exposition à découvrir du côté du Larvoto. Effectivement, la célèbre maison Casa Manara présente une exposition de vélos exceptionnelle. Paris-Monaco dévoile les secrets de l'atelier de la maison parisienne Tamboite, illustre maison qui confectionne des vélos sur mesure depuis plus d'1 siècle. Joséphine Baker, Marlène Dietrich, Maurice Chevalier, Charles Trenet ou encore Lino Ventura et Edith Piaf, pour ne citer qu'eux, ont enfourché un jour un de ces vélos de la maison Tamboite. Retour donc sur ces témoignages de l'histoire ancienne et contemporaine dans le célèbre studio de design monégasque situé au 24 avenue Princesse Grace. L'exposition se tiendra jusqu'au 25 novembre prochain, Fabien. Anniversaire particulier, événement original. Dans le cadre de la célébration des 100 ans du Soroptimiste international, le Club de Monaco procédera le mercredi 24 novembre à la plantation d'un jacaranda d'Afrique du Sud sur les terrasses du casino en présence du souverain. Écoutez à ce propos la présidente du Club Soroptimiste de Monaco, Yveline Garnier. Pour les 100 ans du club, dans tous les pays du monde où il y a le Soroptimiste, on plante un arbre. Donc, il va être planté un arbre qui est un jacaranda, qui est un arbre d'Afrique du Sud, et qui sera donc planté le 24 novembre en présence de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert. Ça permet dans le monde entier de faire fêter les femmes à travers le monde et de les aider également aussi.
Et puis une annonce pour les supporters de la Roca Team. Et oui Fabien, sachez que les matchs de basket Tel Aviv-Monaco et Istanbul-Monaco seront diffusés en direct sur Monaco Info, mais également sous le chapiteau de Fontvieille sur grand écran à l'initiative de la No Finish Line. La Roca Team affrontera Maccabi Tel Aviv mercredi à 20h05 en Israël et les basketteurs monégasques se déplaceront ensuite en Turquie pour défier l'équipe Anadolu Efes Istanbul à 19h15. 2 matchs à suivre donc en direct sur Monaco Info et sur la No Finish Line. À suivre donc en direct sur notre chaîne, à Monaco Info, qui, regardez, je le sais, dans la résidence à Aketudiné, eh bien, ce centre hospitalier pour personnes âgées vient de décrocher le label Gotemio pour son restaurant. Le souverain s'est rendu sur place afin de saluer le travail du chef et de sa brigade. Reportage de Vanessa Dessy et Thomas Deus. Inaugurée en 2010, la résidence Aketudiné propose une restauration haut de gamme. Fort de son expérience hôtelière, le centre hospitalier Princesse Grace a souhaité mettre l'accent sur les prestations culinaires gastronomiques dès son ouverture. Après 11 ans de l'ouverture de la résidence Aketudiné, de valoriser le travail qui est réalisé au quotidien, aussi bien en salle qu'en cuisine. Et il me semblait temps de mettre en lumière cette très belle prestation par cette démarche de labellisation Goemio. C'est un travail d'équipe. Il y a eu la mise en place d'un comité de suivi avec une résidente, la famille, et j'ai initié cette démarche en décembre 2019. Le chef et sa brigade proposent une cuisine traditionnelle et gastronomique confectionnée sur place avec une variété de produits frais et de saison. Les menus du jour de la carte sont élaborés quotidiennement afin d'allier respect des goûts et régime de chacun. C'est moi qui les conçois, qui regarde un petit peu. Et après, je fais mon menu, j'ai l'aval de ma responsable Anna Micheling, et d'après si elle veut ou pas, on fait en sorte que le menu il soit comme j'ai fait, avec toutes les déclinaisons qu'il peut y avoir. Et je fais les fiches recettes. Je donne quand même la création aux cuisiniers pour faire des desserts, des idées, s'ils ont des idées, puisqu'il y a des pâtissiers, il y a des cuisiniers qui ont fait des grandes maisons ici à Monaco. Je suis très près de la retraite, c'est l'apothéose, voilà. Et après, les résidents sont très contents, on va les mettre petit à petit, on va leur faire voir un petit peu la démarche qu'on a fait pour labelliser la résidence. La résidence Aketudiné décroche donc le label Goemio avec une note de 16 sur 20 suite à une visite d'expertise dans l'établissement le 1er juin 2021. Belle récompense pour les cuisines de cette résidence. Un point météo pour finir. Quel temps fera-t-il demain ? Mercredi, quelques passages nuageux sont prévus, mais la journée est en partie ensoleillée, même si de temps à autre, des rafales pouvant atteindre jusqu'à 14 km/h traverseront la région. Côté température, le thermomètre oscillera entre 9 et 15 degrés. Le soleil se lèvera à 7h25 et se couchera à 17h05. Mercredi, nous fêterons les Élisabeth. Merci Christina, nous vous en avons parlé et vous pouvez le constater en levant les yeux dans les rues, dans la direction des immeubles, la population pavoise, les drapeaux monégasques sont accrochés un peu partout sur les balcons. Eh bien, ce sont les photos de fin de journal prises par Stéphane Dana. On se retrouve mercredi à 19h. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Au revoir.